Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À Roland-Garros, la victoire dans les larmes d'André Agassi qui gagne pour la première fois les internationaux. Il a battu Andriy Medvedev en près de 3 heures après avoir perdu les 2 premiers sets. En Macédoine, la rencontre entre militaires de l'OTAN et Yougoslaves prend une tournure délicate. Les Serbes traînent les pieds. 9 heures d'entretien. Les pourparlers reprendront dans la soirée. La crise de la dioxine en France, avec toutes les mesures de précaution prises, notamment dans le secteur de la restauration collective, l'insécurité dans les cantines. À une semaine du scrutin pour les européennes, les petites listes en campagne, Arlette Laguier au Zénith et sur ce plateau, la tête de liste de chasse, pêche, nature et tradition, Jean Saint-Josse, qui est l'invité de ce journal. L'actualité de ce dimanche se déroule en ce moment même sur la base française de Koumanovo. En toute fin de journée, un porte-parole de l'OTAN a annoncé que la Yougoslavie n'était plus disposée à signer les modalités du retrait des forces serbes. 9 heures d'entretien entre militaires yougoslaves et délégations de l'OTAN. Les entretiens ne sont pas rompus, mais apparemment, les discussions entrent dans l'impasse. L'organisation du retrait des troupes serbes semble plus complexe que prévu. Dorothée Oliéric, Raymond Chaplard. C'est sous ce hangar militaire utilisé pour la maintenance des hélicoptères que se joue la paix. Des membres de la délégation yougoslave sortent de temps en temps, mais ne font aucune déclaration. Il suffirait d'une signature pour lancer la suite du processus de paix, mais voilà, la signature se fait attendre. Hier, l'OCAS, avec la presse, cet officier britannique refuse de commenter la situation. Je n'ai aucune déclaration officielle à vous faire, je suis juste venu vous saluer, il faut attendre. Un peu à l'écart, l'officier de presse finit par nous faire un point sommaire sur la situation. Il y a des progrès, même si ça avance doucement. Vous savez, il faut prendre du temps pour ce genre de choses. C'est d'autant plus vital que le document final, une fois signé, engagera tout ce qui va suivre dans la région. 2 jours de discussion, aucune impatience officiellement du côté de l'OTAN, mais la délégation yougoslave fait durer le suspense. On espère trouver un accord aujourd'hui et que la délégation yougoslave signe ce document. Mais l'enthousiasme d'hier disparaît, doucement écrasé par la chaleur et le doute sur la bonne volonté des Serbes. À 17h15, un mini coup de théâtre secoue la torpeur générale. Une délégation arrive dans des voitures immatriculées à Belgrade. Parmi les officiels, l'attaché de défense de l'ambassade russe à Belgrade. Son arrivée et son intervention éventuelle dans les discussions entre les officiels yougoslaves et l'OTAN est inattendue et pour l'heure inexpliquée. Peu après 19h, le général français Kuch a quitté la réunion, mais il doit revenir à 21h, heure à laquelle les discussions vont reprendre. Et nous rejoignons tout de suite en direct de Bruxelles, au siège de l'OTAN, Jean-Marc Ilouz et notre envoyé spécial à Koumanovo, Dorothée Oliéric. Dorothée, les discussions se sont donc interrompues il y a un peu moins d'1 heure. Il s'agit, semble-t-il, davantage d'une pause que d'une rupture. D'après vos informations, d'où vient le blocage ? Écoutez, officiellement en tout cas, ce n'est pas un blocage. Bon, c'est vrai qu'on parle plus du tout d'enthousiasme, mais on a pu rencontrer, nous, un officier américain et un officier français qui, hors caméra, n'hésitent pas à employer les mots d'impasse, voire d'échec. La délégation yougoslave semble critiquer, semble contester systématiquement tous les points sur les modalités de retrait. Alors, on croit savoir que certains points de blocage concernent notamment le délai de 7 jours qui est accordé par l'OTAN aux Serbes pour quitter le Kosovo. Les Serbes demanderaient au moins 15 jours pour cause de pénurie d'essence, pour cause aussi de destruction des ponts après 2 mois de bombardement par l'OTAN. Enfin, dernier point, les Serbes craignent une action de Loucheka au moment où ils se retireront et en attendant que l'OTAN arrive. Donc ils veulent aussi, semble-t-il, des détails, des assurances sur ce point. Merci Dorothée. Maintenant Jean-Marc Ilouz, en direct donc de Bruxelles. L'attitude d'une extrême fermeté de l'OTAN, on joue à nouveau la menace. Disons qu'à l'OTAN, on ne considère pas que les militaires serbes envoyés par Belgrade à Koumanovo sont de mauvaise volonté, font preuve de mauvaise volonté, mais que les problèmes sont complexes. Mais cela dit, on adresse un avertissement très sérieux à leur patron, Slobodan Milosevic. Message numéro 1, si les Serbes poursuivent leurs bombardements et les pillages au Kosovo, l'OTAN n'hésitera pas une seconde à durcir ces bombardements, à les intensifier.
Deuxième message, tout simple mais très net. Chaque jour de perdu parce que, je cite, les Serbes traînent les pieds, sera une journée supplémentaire de bombardement. Manifestement, les stratèges de l'OTAN expliquent qu'après 10 ans de marchandage boiteux avec Slobodan Milosevic, il n'est pas question de tolérer la moindre ambiguïté dans le texte discuté à Kumanovo et que, dans tous les cas, les discussions ne se prolongeront pas éternellement. Alors comment comprendre ces dernières heures ce qui semblera apparaître comme un retard et peut-être même un revirement? Écoutez, pas forcément un revirement, disons qu'il y a 3 hypothèses qui sont formulées ici à l'OTAN. La première, tout simplement, celle d'un baroud d'honneur politique, entre guillemets, de Slobodan Milosevic, qui ne s'est pas exprimé depuis qu'il a cédé aux forces de l'OTAN et de la Russie. Mais la volonté pour lui aussi peut-être de faire en sorte que les preuves susceptibles d'intéresser un tribunal international pénal puissent être tout simplement déplacées ou supprimées, donc gagner du temps. La troisième possibilité également, une sorte d'ultime ruse de Slobodan Milosevic, à savoir essayer de raviver les tensions entre l'OTAN et la Russie. Vous savez qu'une partie de la diplomatie russe et les militaires russes ont mal accepté l'accord de Belgrade et qu'ils continuent à le critiquer alors même que leur pays s'est déjà formellement engagé. Merci Jean-Marc Ilouz. Jouant la prudence, voire la méfiance, les forces de l'OTAN ont continué leur frappe sur le Kosovo. Les avions ont effectué plusieurs centaines de sorties ces dernières 24 heures. La pression des armes et la menace d'intensifier une nouvelle fois les bombardements si le plan de retrait des forces serbes tarde à être signé. Philippe Rochaud. Pendant la négociation, les frappes continuent au Kosovo. Les bombardiers de l'OTAN ont encore effectué 400 sorties ces dernières 24 heures, ici contre les positions des mortiers serbes, à la grande satisfaction de l'armée de libération du Kosovo qui en profite pour tirer ses derniers obus. Quand les 50 000 soldats de l'OTAN seront rentrés au Kosovo, l'UÇK devra également cesser le feu. De leur côté, les Serbes bombardent les villages albanais où l'UÇK s'est retranché. Résultat, la population des environs de Kruma, aux frontières du Kosovo, se terre dans les abris. Des centaines d'Albanais ont même été déplacés pour échapper à la colère des forces serbes. Pour ceux qui restent, c'est la peur d'être tués ou blessés quelques heures avant un cessez-le-feu attendu depuis 2 mois. La police serbe a pourtant libéré encore 50 prisonniers de Mitrovica, qui s'ajoutent à la centaine de détenus venus se réfugier hier à Kukës, en Albanie. Ils racontent les violences de la police serbe. Tôt le matin, ils nous ont demandé de sortir de chez nous. Ils nous ont séparés en plusieurs lignes entre les forces de police. Chacun d'entre nous a été battu avec des barres de fer. Ensuite, ils nous ont recensés et ils en prenaient un sur la liste pour le battre jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Mais ces témoignages ne pèseront pas lourd face à la réalité que s'apprêtent à découvrir les forces de l'OTAN qui entreront au Kosovo. Les renforts continuent d'arriver en Macédoine, comme ces parachutistes britanniques, qui seront sans doute les premiers à découvrir l'étendue des exactions. Car on dit que si les forces serbes traînent les pieds pour se retirer, c'est afin de cacher les atrocités commises au Kosovo. Après 10 semaines de bombardement, la Yougoslavie est un pays exsangue, même si pour l'instant le bilan est difficile à établir, d'autant que les raids de l'Alliance se poursuivent encore. La Serbie aura du mal à se remettre sur pied, les voies ferrées, les ponts, les routes, les aéroports ont été touchés, sans parler des centrales et des usines. L'état des lieux, Gérard Grisbeck, Emmanuel Beck. Une cinquantaine de ponts ont été détruits par l'OTAN, comme ici sur le Danube, à Novi Sad. Plus de ponts, cela veut dire plus d'échanges, plus de commerce. Toute la Serbie est aujourd'hui à reconstruire. Presque une centaine d'entreprises a été bombardée. Le pays n'a plus d'industrie lourde. Ici, à Kragujevac, les chaînes de montage des voitures Zastava sont devenues un immense cimetière. Les bombes au graphite ont provoqué des courts-circuits sur les centrales électriques, d'où les coupures d'électricité et le manque d'eau, les pompes électriques ne fonctionnant plus. La population a aujourd'hui beaucoup de mal à trouver du gaz. Depuis 2 mois, Pierre vient tous les jours à son travail, mais il n'a rien à vendre. Il y a du gaz? Il n'y en a pas. Pendant combien de temps? Pour longtemps, jusqu'à la fin de la guerre, il n'y en aura pas. Vous connaissez un endroit où je peux en trouver? Il n'y a plus de gaz à Belgrade. La raffinerie de Pančevo a été détruite. Alors que l'industrie était vétuste, des économistes liés à l'opposition travaillent déjà sur l'après-guerre. Rassemblés dans le groupe des 17, ils réclament un plan Marshall pour tout reconstruire
et sont favorables à une économie de marché. Si la Serbie est isolée, il n'y aura aucun changement ici et les gens vont le payer. L'Europe en paiera aussi le prix car il faudra modifier les axes commerciaux et supporter le poids des réfugiés serbes fuyant leur pays. Avant la guerre, la moitié de la population était au chômage. Maintenant, cette même population va passer en dessous du seuil de pauvreté. Finalement, la restructuration de l'industrie serbe se fait de la façon la plus brutale, la guerre. Comme l'Allemagne, comme le Japon en 1945, le pays se reconstruira grâce à l'aide internationale avec une infrastructure toute neuve. Mais à quel prix? Des morts, des blessés, un peuple traumatisé et humilié. Voici pour ce dossier sur la Yougoslavie. J'en viens maintenant à l'événement de la journée à Roland-Garros avec la victoire historique d'André Agassi qui est le deuxième joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois du Grand Chelem sur 4 surfaces différentes. Au terme d'un match époustouflant qui avait très mal commencé, il fallait avoir les nerfs solides. Le joueur américain balayé dans les 2 premiers sets par Andrei Medvedev a repris en main la partie, le sacre du champion et les larmes de la victoire. Christelle Bertrand. André Agassi, au comble du bonheur. Ce sont d'abord des larmes qui envahissent son visage. Mais une fois l'émotion passée, le sourire du vainqueur remplace la surprise d'avoir accompli un tel exploit. L'exploit de gagner un match à moitié perdu. En 53 minutes, l'Américain laisse filer les 2 premières manches. Medvedev ne rate rien. Premier set, 6-1 pour l'Ukrainien. Les jeux défilent. Agassi, paralysé par l'enjeu, Medvedev remporte le deuxième set 6-2. Le match est à sens unique. Et puis la pluie s'en est mêlée. Les 2 hommes sortent du court 20 minutes, c'est peu, mais c'est suffisant pour réveiller Agassi au bord de la douche froide. Medvedev, déstabilisé, va entrer dans le jeu d'Agassi. La bataille du fond du court commence. 3e manche, Agassi prend le dessus, 6-4. L'espoir renaît. L'Américain remporte aussi le 4e set 6-3. Qui va avoir les nerfs les plus solides? C'est l'enjeu de la dernière manche. Les 2 hommes frappent la balle de plus en plus fort et le mot est faible. Agassi a déjà eu 3 balles de match. La 4e est la bonne. Au bout de 2h50 et 2 finales perdues, Agassi réalise son rêve. Félicité par Medvedev, l'Américain a du mal à trouver ses mots. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais cela. Je suis très touché. À 29 ans, André Agassi a soulevé tous les trophées du circuit. Mais celui de Roland-Garros s'est vraiment laissé désirer. Et en direct de Roland-Garros avec nous, André Agassi. Tout à l'heure, on avait presque envie de pleurer et de rire avec vous tant l'émotion était présente. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment de la victoire? J'ai eu un soutien tellement incroyable du public ici. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé très dur pour essayer de gagner ici, que le sentiment de pouvoir tenir le trophée entre les mains était extraordinaire. Ça me dépassait complètement, je n'arrivais pas à comprendre, je me sentais très bien. C'était la première fois donc que vous gagnez Roland-Garros. Et j'ai le sentiment que c'est davantage qu'une victoire. Certains ne croyaient plus tellement en vous. Au fond, c'est une revanche. Je ne sais pas si c'est une vengeance, mais en tout cas, chacun a son opinion. Et moi, certainement, j'ai senti beaucoup de personnes proches de moi qui croyaient en moi très fortement. Et c'est ce genre de choses qui fait que vous vous réveillez le matin en ayant des objectifs. Et ceux qui ne croyaient pas en moi considéreront peut-être cela comme une revanche. Mais pour tous ceux qui croyaient en moi, c'est normal. Alors parlons du match. Après les 2 premiers sets, vous avez dû faire appel à votre mental. Où est-ce que vous avez puisé cette force de remonter et puis de gagner?
Je ne sais pas, je ne le sais pas encore. C'était en dehors de ce que je pouvais maîtriser. C'était comme une destinée qui m'était imposée. J'étais très nerveux au démarrage. Je ne jouais pas très bien et Medvedev jouait tellement bien, tellement fortement. Mais dans le troisième set, j'ai résisté suffisamment longtemps pour que quelque chose de bien se passe pour moi. J'ai failli gagner le troisième set et une fois qu'on gagne un troisième set, ça peut retourner le match et ça peut devenir une véritable bataille. Et j'étais soulagée, je me suis dit, maintenant le match est une bataille pour lui et le public qui regardait était satisfait de voir le match se prolonger. J'étais content pour eux et j'ai continué à travailler et c'est devenu de mieux en mieux, et j'ai joué de plus en plus fort. Hier, la victoire de Steffi Graf et aujourd'hui, c'est vous, tous les deux, vous abordez la trentaine. C'est une belle démonstration pour la nouvelle génération. Je pense que parfois, quand on devient plus âgé, on perd la concentration, on perd la motivation. Mais de dire que 29 ans, c'est trop vieux physiquement, ce n'est pas juste. Steffi l'a prouvé hier et moi, aujourd'hui, je l'ai certainement démontré également. J'ai le sentiment qu'on peut être à son meilleur niveau si on prend les choses à cœur et si on fait du travail dur. Et le travail a payé ici à Roland-Garros et c'est un rêve devenu réalité pour moi. Je n'arrive pas encore à y croire, je n'ai pas encore digéré. Merci pour cette très belle victoire et cette belle démonstration. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La Pologne célèbre son pape Jean-Paul II au deuxième jour de sa visite dans son pays natal, suscite un enthousiasme débordant, la piété et l'amour de tout un peuple qui se reconnaît dans le souverain pontife. Alain Chalvon. Au milieu des champs, à 60 km de Gdansk, en haut de cette colline se dresse une immense croix. En bas, le petit village de Pelplin, 8500 habitants. Et pourtant, au pied de la croix, dans ce bout de nulle part, ils sont 300 000, peut-être plus, à s'être rassemblés autour de leur pape. Le pape, ravi de ce pied de nez aux citadins. Pour ce 8e voyage en Pologne, Jean-Paul II a décidé de labourer le terrain comme jamais. 22 étapes, dont les plus invraisemblables comme celle-ci. Paris réussi, attirés comme des aiguilles par un aimant, les Polonais sont au rendez-vous. J'ai fait 12 km à pied pour m'approcher le plus possible de lui. C'est la 4e fois que je le vois. Ma fille, elle, parce qu'elle n'a que 2 ans, c'est la première fois. La Pologne a été prise d'une papamania plus forte encore que d'habitude. Pas une HLM, pas une cité rurale, pas une maison de campagne qui ne soit décorée pour rendre hommage aux visiteurs qui pourtant ne passera pas par là. Une frénésie d'autant plus forte que la plupart pensent que c'est le dernier voyage. Bien sûr que tout le monde prie que ce ne sera pas la dernière visite, mais la vie passe, la vie continue et on n'est jamais éternel. On estime qu'entre un quart et un tiers de l'ensemble de la population polonaise aura vu le pape au terme de son voyage dans 12 jours. Et c'est sans doute une estimation sous-évaluée, tant est forte la papamania qui a saisi l'ensemble du pays. Traditionnel dépôt de gerbes aujourd'hui à Colleville en Normandie pour le 55e anniversaire du débarquement. 1000 vétérans américains accompagnés de leurs familles sont venus se recueillir devant le mémorial qui surplombe Omaha Beach. C'est à cet endroit-là que sont enterrés les 9000 soldats américains tombés le 6 juin 1944. L'affaire de la dioxine déborde largement le cadre de la Belgique. Le gouvernement français, pour sa part, affirme avoir pris toutes les précautions. Au jour le jour, le secteur de la restauration, par exemple, cherche à se prémunir pour éviter tout risque de contamination. La sécurité dans les cantines, en allant plus loin encore que les consignes préconisées, des mesures d'extrême précaution, comme ont pu le constater Éric Mézy et Philippe Jasselin. Nous sommes dans les réserves de l'un des leaders français de la restauration collective. Voici ici tous les produits à risque. Donc ici des produits contenant des œufs, mayonnaise, sauce béarnaise, crème anglaise. On a aussi des produits contenant de la dinde, des pizzas. Et actuellement aujourd'hui on est en fabrication avec des pâtes. Et les pâtes contiennent des œufs, donc on a arrêté carrément la fabrication pour stopper le produit. 1,5 million de repas servis chaque jour. À partir de lundi, aucun menu ne contiendra plus ni poulet, ni œufs, ni aucune préparation à base de ces ingrédients. Depuis la crise de la vache folle, ce type de société a appris à réagir vite. Leurs clients, les écoles, les entreprises sont très sensibles. En prenant ces mesures d'extrême précaution,
le groupe cherche à rassurer et à se démarquer. Du coup, préparer les menus devient un vrai casse-tête. L'œuf maillot laisse la place au maïs carotte, mais les enfants n'y trouvent pas vraiment leur compte. Les pâtisseries posent énormément de problèmes. J'espère que cette restriction ne va pas durer longtemps et qu'effectivement, dès que nous aurons une traçabilité fiable, nous pourrons réintroduire ces produits qui sont très appréciés par les enfants dans les menus. Depuis hier, cette entreprise a également demandé à tous ses fournisseurs d'œufs et de volailles de lui envoyer un certificat lui garantissant l'origine non belge de ses produits. Mais il ne s'agit que de certificats sur l'honneur. Je leur dis, vous êtes au courant que ça, pénalement, moi je peux porter plainte. L'État français également. Et il m'assure sur l'honneur, non, je pense qu'il n'y a vraiment pas de risque. Par contre, ceux qui ne peuvent pas répondre sont bien ceux qui peuvent avoir utilisé une mauvaise farine animale. Ceux-là, puisqu'ils n'écrivent pas, nous on retire le produit. Toutes les vérifications demanderont encore quelques jours. Mais ici comme ailleurs, on est prêt à prendre son temps pour ne courir aucun risque. Depuis l'annonce de la crise du poulet, les ventes se sont effondrées en France, une chute d'environ 50%. Évidemment, cette crise affecte les producteurs qui ont entrepris une démarche de qualité en n'utilisant ni farine ni graisse animale. Reportage à Toulouse et dans le Gers, Christophe Larocca et David Bresse. Je prends celui à 59 là. Oui, voilà, ouais. D'accord. Vous le préparez? Oui, s'il vous plaît. Pas d'inquiétude particulière chez ce volailler du principal marché toulousain. Les clients sont au rendez-vous comme tous les dimanches. Ici, la baisse des ventes a été minime. Il faut dire que le patron a pris les devants. De grandes affiches informent le consommateur. Elles indiquent l'origine de toutes les volailles. Cela rassure les clients, même si le doute est toujours là. Ici, vous êtes complètement tranquille? J'espère, oui. Oui, je ne veux pas y penser en fait, mais c'est vrai que je suis très content des produits que je prends au marché et ça me permet justement d'éviter de trop réfléchir. Un doute insupportable pour tous les agriculteurs qui, comme ici dans le Gers, ont entrepris une démarche de qualité. En France, près de 40% des poulets sont produits sous l'appellation poulet certifié ou sous le fameux label rouge, une marque de qualité qui appartient au ministère de l'Agriculture. Pour ces deux catégories sévèrement contrôlées, l'élevage est garanti sans farine ni graisse animale. Malgré cela, les poulets labellisés ont subi une chute de 25% de leurs ventes. Nous sommes sûrs de nos produits. Il n'y a pas du tout de problème d'alimentation au niveau du label. Il y a un cahier des charges précis. Si les gens doutent, les portes des poulaillers sont ouvertes à tous les gens qui sont sceptiques. Et nous les invitons à venir voir nos poulaillers sans aucun problème. Nous ne méritons pas d'être pénalisés par un phénomène qui ne nous concerne pas, puisque nous, depuis 30 ans, nous n'utilisons pas ces produits-là. Une absence de farine et de graisse animale qui sera désormais signalée par des autocollants explicites en direction de tous les consommateurs. Venons-en à ce cortège d'Indiens qui sillonne l'Europe entière depuis quelques semaines. Plusieurs centaines originaires d'Inde du Sud ont décidé de manifester dans les grandes villes leur opposition aux méthodes pratiquées par des multinationales de la biotechnologie. Ils rejettent catégoriquement les semences génétiquement modifiées. Éric Mézy, Jérôme Curato. Ils voulaient frapper un grand coup, ensemble. Alors hier, dans un centre de recherche agronomique, des paysans indiens et français ont détruit des dizaines de plants de riz transgéniques. Ce centre travaille pour Monsanto, l'un des géants de la biotechnologie. Nous sommes venus ici pour manifester contre la mondialisation des échanges. En Inde aussi, nous combattons les multinationales. Car ces multinationales viennent pour vendre leurs graines aux paysans dans les grandes exploitations. Des graines d'un genre particulier puisqu'il s'agit de semences génétiquement modifiées, des OGM. Les gens qui appellent cela des biotechnologies mentent à tout le monde. Ce sont en fait des nécrotechnologies, des technologies de la mort. Et nous nous associons et nous avons escorté les paysans indiens dans leur démarche à travers toute l'Europe. Depuis 2 semaines, ces ambassadeurs du tiers-monde sillonnent l'Europe en quête de soutien de l'opinion publique, de solidarité. Mais ils crient aussi leur colère contre un gouvernement indien qui ne défend pas ses paysans, pour expliquer que depuis l'ouverture des frontières, des céréales américaines à bas prix inondent les marchés locaux. Des centaines de paysans ruinés, disent-ils, se sont déjà suicidés. Alors chaque famille, chaque village s'est cotisé pour envoyer un représentant en Europe chercher de l'aide. Ça a été plutôt difficile pour des petits paysans indiens de venir en Europe.
Mais quand on est engagé dans un combat, on fait tout pour réussir. Et le combat doit continuer. Pour nourrir sa famille de 4 enfants, Carvé ne possède qu'un lopin de terre de 3 hectares. Les 3/4 de la population des villages sont comme lui. Comment, dans ces conditions, concurrencer un immense céréalier du Missouri? Avant les prochaines négociations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ces paysans espèrent trouver ici des alliés face à l'ennemi déclaré, les États-Unis. La campagne pour les européennes, avec aujourd'hui en meeting à Paris au Zénith, devant une salle pleine, Arlette Laguiller et Alain Krivine, le tandem désormais bien rodé, a une nouvelle fois attaqué la politique du gouvernement. Frédéric Dupuis, Frédéric Basile. Quand Arlette fait son Zénith. Tels des tifosi, drapeaux et casquettes rouges, les fans venus soutenir Arlette Laguiller et Alain Krivine chauffent la salle, comble. On se sent comment avant un Zénith? Un petit peu angoissé, c'est normal, comme à chaque fois qu'on attend beaucoup de monde. Mais je crois que le monde est là, j'entends déjà des cris derrière moi, je crois qu'on est impatients de nous écouter, Alain Krivine et moi-même. On se prête volontiers aux questions des journalistes avant d'entrer dans l'arène, dans le couple beau fixe affiché après plus de 60 meetings de listes communes. On a eu des divergences, sinon on serait dans la même organisation, mais qui n'ont jamais touché le programme. On a des divergences réelles sur quel type de parti construire, quelles frontières, avec qui, dans, je veux dire, l'activité quotidienne. Mais on fait partie du même courant politique. Fidèle à son programme, le duo Arlette Laguiller-Alain Krivine s'en est pris violemment au monde financier avant de critiquer la position du gouvernement. Après 2 ans de gouvernement de la gauche plurielle, les riches sont encore plus riches et les pauvres encore plus nombreux. Et les gens qui mènent cette politique voudraient que les travailleurs votent pour eux. Eh bien, ils se moquent de nous. Et oui, il faut arrêter tout cela et obliger le gouvernement à changer de politique. Cette alliance entre lutte ouvrière et les communistes révolutionnaires tiendra-t-elle au lendemain des élections? Beaucoup annoncent déjà le contraire et selon le tandem, la fusion des 2 partis n'est pas d'actualité. Nous sommes donc à une semaine des élections européennes. Il y a aujourd'hui 12 listes qui restent apparemment sous le seuil des 5%. Parmi elles, la liste chasse, pêche, nature et tradition. Jean Saint-Josse, bonsoir. Vous êtes tête de liste. Pour mieux vous présenter, je dirais que vous êtes maire d'une petite ville dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes conseiller régional, vous êtes directeur d'une société. Et je voudrais savoir, et ça fait 10 ans que vous vous battez, je voudrais savoir quel est votre credo. Est-ce que vous êtes un chasseur militant? Est-ce que vous êtes un déçu de la politique? Est-ce que vous êtes convaincu qu'on peut trouver un meilleur équilibre entre la ville et la campagne? Je crois que la première racine, c'est d'être chasseur. Bon, ensuite, en tant qu'élu, on a appris à partager avec les autres, à comprendre, à évoluer, à réfléchir. On a bien vu qu'on n'était pas seul dans l'espace. Donc on a fait de l'aménagement du territoire notre credo, comme vous dites justement, pensant bien qu'il va falloir demain aménager ce territoire. On ne peut pas entasser toujours des gens dans les villes et laisser les campagnes vides. Alors, qui sont vos militants? Ça, je crois qu'on l'a compris, mais qui sont vos électeurs? Est-ce qu'au-delà du corporatisme, vous vous adressez à ceux qui ne sont pas chasseurs? Écoutez, je crois qu'on a beaucoup de Françaises et de Français qui adhèrent maintenant à nos idées. On fait une 50aine de meetings par jour, pour vous dire ce que ça peut représenter. J'étais en Corse il y a quelques temps, je salue d'ailleurs mes cousins corses, mais c'est vrai qu'on sent un élan de solidarité, un élan de sympathie, quelque chose de très fort. Mais il n'y a pas un peu de poujadisme dans votre combat? Je ne pense pas du tout, je pense pas. Enfin, il y en avait en tout cas. Il est vrai qu'au départ, c'était un mouvement réactif, donc corporatiste, mais on a évolué, je crois qu'on est en train de bâtir quelque chose. Mais est-ce que vous n'êtes pas réactif ou corporatiste quand il y a des manifestations de chasseurs qui empêchent, par exemple, le déroulement de meetings, par exemple celui de Daniel Cohn-Bendit? On n'empêche rien. C'est un vrai faux meeting, ça. Là, ils s'amusent, ils font du cinéma. Mais qui s'amuse? Les chasseurs? Non, les Cohn-Bendit et les autres. Ils font du cinéma médiatique, là. Et les chasseurs, non? Mais non, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille empêcher quelqu'un de parler? Moi, je suis quelqu'un de tolérant, je veux que j'en parle. Plus il parle, plus il nous sert. Alors, je demande à ce qu'il parle. Ah oui, parce qu'en effet, on a l'impression que vos cibles, alors elles sont récurrentes, hein, c'est presque des têtes de Turcs, c'est les technocrates de Bruxelles et Dominique Voynet, notamment. Dominique Voynet mène une politique anti-chasse et anti-aménagement de l'espace, donc on ne peut pas être d'accord avec elle. Donc on le dit à notre façon. Alors comme on est des gens de conviction, des gens passionnés, on le dit un peu plus fort que les autres.
mais ça se borne à cela. Bon, alors sur l'épineuse question de la chasse et des dates de chasse aux oiseaux migrateurs, par exemple, François Hollande demande qu'on trouve un équilibre et qu'on imagine une loi qui pourrait être proposée. Vous seriez favorable à ça? Écoutez, j'admire tous les politiques qui, depuis 15 jours, n'arrêtent pas de dire on va s'occuper d'une loi sur la chasse. Il y a 20 ans qu'ils pouvaient le faire. Ils ne vont quand même pas nous expliquer aujourd'hui, à 8 jours d'une élection européenne, parce que nous sommes des candidats qui sont tout d'un coup pro-chasse. Écoutez, ils racontent des histoires toute l'année. Bon, ça suffit, hein, la politique, ça suffit, on a assez donné. Je crois qu'on se présente peut-être en réaction, mais qu'on a des convictions, qu'on a du cœur, qu'on est généreux et qu'on veut faire passer le message du peuple. On a une liste qui représente la population française et c'est cela qu'on veut faire passer dans ce débat. De l'oxygène dans ce débat politique. Peut-être au passage à les créditer que de 2,5%, en hausse d'1,5%. Je propose qu'on sonde les sondeurs. D'accord, peut-être. En tout cas, pour l'instant, vous n'aurez pas de représentation à Strasbourg. Mais attendez dimanche. On attend dimanche. Je vous assure qu'on va être élu, qu'on fera plus de 6% dimanche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, merci beaucoup. Et puis demain, à 20h50, édition spéciale de l'émission Mots croisés, à une semaine donc des élections européennes, Arlette Chabot et Alain Duhamel animeront un grand débat avec François Bayrou, François Hollande, Robert Hue et Nicolas Sarkozy. Ils seront interpellés par Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen, Arlette Laguiller et Bruno Maigret. Du cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans de Contre-jour avec Meryl Streep. L'actrice américaine interprète le rôle d'une mère atteinte d'un cancer. Au-delà du mélodrame, une superbe histoire sur les rapports mère-fille. Laurence Piquet a rencontré la comédienne à Paris. Ma mère organise une fête costumée pour l'anniversaire de mon père. Et c'est ce soir. Le retour dans la maison familiale, le temps d'un week-end. Hélène est journaliste à New York. Ambitieuse, elle trouve la vie de sa mère trop étriquée. Il va pourtant falloir rester plus longtemps. Son père lui révèle que sa mère souffre d'un cancer. Elle devra être son infirmière. Non, non, tu ne vas pas jouer les infirmières pour moi, j'espère. Pas pour ça. J'en ai pas besoin. Tu te mettrais à me haïr. Je vais te préparer à manger. Non mais maman, je veux rester. Elle dénigre les valeurs de sa mère. Elle ne comprend pas la sagesse que possède sa mère dans la vie. Et donc, le film explique l'importance de réaliser, de voir vraiment ce que chacun de vos parents vous donne et ce que vous pouvez trouver en eux. Tu pourrais laver ses chemises pour moi, sans amidon? Comment arrives-tu? Elle croyait avoir un père idéal, il va descendre de son piédestal. Un être lâche face aux épreuves et égoïste. Pourquoi tu refuses de participer à la chose la plus importante qui te soit arrivée? Ça a été une grande chance pour moi de pouvoir ainsi pénétrer dans le cœur d'un homme. Un homme qui va être obligé de devenir plus humble en vivant les épreuves les plus dures de sa vie. La première fois que j'ai vu ta mère, elle était rayonnante. Une mère qui connaîtra ensuite la déchéance liée au cancer. Meryl Streep a voulu affronter cette vérité et laisser un message à sa fille. Simplement lui dire d'être plus à l'écoute, plus vivante et d'avoir le plus de compassion possible. Pardonner aux autres parce que personne n'est parfait. Je pense que c'est une belle leçon qu'elle donne à sa fille à la fin. Une leçon de vie qui dépasse le drame de la maladie. Le message du film Contre-jour est éternel. C'est à travers la compréhension de sa famille qu'on se comprend mieux soi-même. Tu es à la maison. Maman, je suis là pour un moment. Non, pas pour me servir d'infirmière. Montre-moi comment on fait, ça doit pas être si difficile. À Nantes, nouvelle création de la troupe de théâtre de rue Royal de Luxe, un événement qui ouvrira le Festival d'Avignon cet été. Cette fois-ci, le spectacle a quitté les rues de la cité pour s'installer sur des tréteaux à ciel ouvert. Daniel Wolfram, Franz Vaillant. La nouvelle création de Royal de Luxe, 9 contes tirés au sort par le public, pour ne jamais avoir l'impression d'assister au même spectacle. Réminiscence de l'Afrique coloniale, voici le ballet africain. Soldats demi-tour, giration à la perpendiculaire. Vous allez effectuer maintenant une ligne droite suivie d'une giration centrale simultanée. Attention pour la giration simultanée. Loin des gigantesques machineries conçues pour le spectacle de rue, Royal de Luxe renoue avec la précision des scènes closes. Ok, yes, montez la pression sur 7 degrés millibar. Ok, 7 degrés millibar. Parfait, Jack. Contactez. La piste rappelle la terre africaine avec ses compteurs magiques.
Il y avait un petit village dirigé par un chef nommé Baraté Nouma. Les marionnettes sont les personnages de ces récits mi-traditionnels, mi-surréalistes. Les comédiens se font les manipulateurs de ces bestioles faites de briques et de broc. La rencontre entre l'Afrique et l'Occident était illustrée à Nantes par ce dernier conte baptisé Apollo dans la savane. Avant de refermer ce journal, cette information d'importance qui nous vient d'Algérie. Un des principaux mouvements armés algériens, l'armée islamique du salut, a annoncé aujourd'hui qu'elle déposait les armes et se mettait donc sous l'autorité de l'État. C'est un communiqué qui annonce cette nouvelle qui a été rendu public par la présidence algérienne. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans notre édition de la nuit. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. En Macédoine, la rencontre entre militaires de l'OTAN et yougoslaves prend une tournure délicate. Les Serbes traînent les pieds. 9 heures d'entretien, les pourparlers reprendront dans la soirée. Et puis à Roland-Garros, la victoire dans les larmes d'André Agassi qui gagne pour la première fois les internationaux. Il a battu Andriy Medvedev en près de 3 heures après avoir perdu les 2 premiers sets. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, votre film Un pont trop loin avec Dick Bogart et Michael Caine. 1h, le dernier journal, Laurence Stolazza. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Hubert Védrine. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. À 20h50, n'oubliez pas, un mot spécial croisé, élection européenne. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.